Whenever it works for you. Thank you all. Okay. Hi everyone. My name is Bonjour tout Vanessa le monde, je Haycon, m'appelle and today Vanessa we Haycon. here with the Je Columbia suis ici course regarding avec le adaptation and cours de climate Columbia change sur and health. l'adaptation au changement climatique Today et is la the santé. October 14th. Nous sommes le 14 octobre 2025. Je vous parle directement de Brasilia, de notre ministère de la Santé du Brésil. J'ai le plaisir d'être ici avec vous et de faire partie de cette action très importante pour renforcer les mesures d'adaptation sanitaire pour relever les défis des changements climatiques. Nous avons trois présentatrices que je vais présenter dans un instant. Notre formation s'appelle Renforcement des mesures d'adaptation sanitaire pour surmonter les défis climatiques en Amérique. Nous sommes rendus à la session 6, défis dans la communication du renforcement de l'effort. Nous allons parler de l'importance de la communication pour l'adaptation et pour sauver des vies, car ce travail consiste à aider à sauver des vies. Je vous souhaite la bienvenue encore. Nous voici. Nous resterons aussi présents par la suite. Vous pouvez aussi réécouter ces formations par la suite, car ils sont enregistrés. Passons à la prochaine diapo. Voici quelques directives de logistique. Vous pouvez trouver la fonction d'interprétation simultanée disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Pour utiliser l'interprétation, cliquez sur l'icône en forme de globe terrestre. On a déjà cité le nom de cette session 6. Nous avons nos objectifs de cours. L'objectif de ce cours est d'aider à adapter les systèmes compte tenu de l'intensification des changements climatiques. Voici les actions clés pour adapter les mesures qui soutiennent la santé et le bien-être et aider les collectivités à se préparer à d'autres dangers. Identifier les possibilités d'intensifier les efforts d'adaptation sanitaire qui favorisent la santé, l'équité et renforcement de la résilience climatique et être prêt à travailler avec un éventail plus large de partenaires afin de surmonter les obstacles actuels à l'adaptation sanitaire dans leur juridiction et de tirer parti des possibilités d'intensifier les efforts, car il faut du changement et il le faut rapidement. Donc, nous devons renforcer nos efforts. Nous avons quelques objectifs d'apprentissage pour la session 6, soit de développer des stratégies de communication spécifiques pour différents publics intéressés afin de susciter un soutien en faveur de l'élargissement de l'adaptation sanitaire, de concevoir des approches de promotion qui suscitent un soutien politique et financier en faveur d'investissements à grande échelle dans l'adaptation sanitaire, car pour le changement, il nous faut du financement et de la volonté politique. Utiliser des outils de communication pour maintenir la dynamique et la responsabilité tout au long d'une période d'élargissement prolongée. Nous aurons une session de 90 minutes. Les sessions se terminent par une période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser la fonction Q&R pour soumettre vos questions. Si vous voulez plus de précision de la part des présentatrices, vous allez trouver la section QR sous l'icône QR. Les enregistrements de cours, les diapositives et d'autres matériels seront disponibles sur la page web du cours. Votre participation est enregistrée automatiquement en vous connectant avec le lien personnel Zoom, comme vous le savez. Votre participation individuelle ne sera pas comptabilisée si vous ne connectez pas via votre compte personnel Zoom.
les vues sur YouTube ne sont pas comptabilisées comme participation. Vous obtiendrez un certificat de participation par la suite si vous participez à 8 sessions et plus et si vous réussissez l'examen final. Nous voici enfin avec les présentatrices d'aujourd'hui. Nous aurons Teresa Myers qui nous parle de l'Ohio, Ana Rosa Moreno qui nous parle de la ville de Mexico et Jacqueline Machado qui nous parle de Rio Grande do Sul. Teresa Myers est professeure associée de recherche du Centre de communication des changements climatiques de l'Université George Mason en Virginie. Elle est co-rechercheure dans une fiducie d'études de la NASA, dans la recherche de la NASA sur le changement climatique. Elle aide à faire comprendre le matériel didactique de la NASA sur le changement climatique. Elle analyse et publie de la recherche avec les données d'Amérique sur les changements climatiques. Et elle fait aussi partie d'un projet de diffusion de savoir au grand public. Elle a une méthodologie de recherche en changement climatique fondée sur les données probantes. La parole est à vous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis heureuse de vous parler du travail que je mène avec mes collègues au Centre de communication sur les changements climatiques. Je vais me concentrer sur la communication stratégique pour agir sur le climat et la santé. Quelques mots à propos de notre centre. Nous nous considérons comme un groupe de réflexion et d'action. Nous offrons des solutions et des opportunités de solliciter l'engagement du public. Nous permettons aux personnes de faire entendre leur voix et notre travail s'inscrit dans des efforts de vulgarisation scientifique. Je vais vous parler de nos réflexions et de nos actions. Je fais partie de l'équipe de recherche. Je partagerai les travaux de nos partenaires à la Société médicale pour l'action et le changement climatique. De façon générale, je vais vous présenter des stratégies de communication efficaces fondées sur les données probantes qui peuvent être résumées par ce message assez clair. Des messages simples et clairs, répétés souvent par une variété de voix fiables, sont les plus efficaces pour communiquer. Je vais essayer de vous l'expliquer en simples mots pour vous illustrer que seraient des messages simples et clairs et pensez à votre contexte, aux messages que vous pouvez utiliser et comment vous pouvez utiliser ces messages simples et clairs pour une campagne de communication efficace. Concentrons-nous tout d'abord sur les messages simples et clairs. Tout d'abord, il faut bien définir vos objectifs en tant qu'organisation, en tant que collectif, en tant que réseau. Songez à ce que vous essayez de réaliser pour avoir un effet à long terme. Est-ce que vous voulez faire de l'éducation publique? Est-ce que c'est du changement politique? Est-ce que ce sont des changements de comportement individuel? Peu importe en quoi consistent vos objectifs. En pensant à l'objectif final d'entrée de jeu, pensez aux messages et aux stratégies de communication qui vous aideront à atteindre l'objectif. Je vais utiliser l'exemple de nos partenaires avec leur programme pour le consortium de la Société médicale pour le climat et la santé. Vous pouvez voir l'objectif défini du consortium. C'est mobiliser les voies de la santé pour l'action climatique. L'objectif final, c'est l'action climatique. Et la stratégie, c'est de mobiliser les voix des professionnels de la santé. En pensant à votre objectif final, surtout dans le contexte d'essayer de renforcer les mesures d'adaptation sanitaire, vous devez être à la fois spécifique, mais assez général pour inclure toutes les activités prévues. Ensuite, vous voulez décrire votre message.
les messages doivent être simples et clairs. Pourquoi? Car le moins vous en dites, plus vous allez être entendu. Et je le dis de la part d'une personne qui a une présentation de 35 minutes. Mais plus vous pouvez résumer votre point, plus il sera reçu et compris. Vous devez dire les choses qui ont la plus grande valeur pour votre public. Tout d'abord, il faut songer à ce que nous souhaitons présenter à notre auditoire, tout en pensant à l'objectif final. Il faut penser à qui est le public et quelles sont les choses les plus utiles pour le public pour les inciter à l'action. Quelles seront les choses les plus utiles pour le public? Et concentrez-vous sur ces éléments dans votre message. Comment vous pouvez le déterminer? Si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser un des outils qu'on utilise beaucoup à notre centre de communication. Il faut utiliser la recherche auprès du public pour déterminer ce qui a le plus de valeur pour le public. Voilà les idées générales derrière les messages simples et clairs. Vous voulez vraiment synthétiser votre message pour vraiment l'épurer et qu'il soit simple à retenir. Parfois, vous allez devoir mener de la recherche pour pouvoir vraiment synthétiser votre message. Je vais maintenant vous montrer la recherche sur les caractéristiques des messages qui vont le plus susciter de réactions à la santé et au changement climatique. Nous avons plus de détails disponibles sur notre site Web au Centre pour la communication sur les changements climatiques. Aussi quelques méthodes pour avoir des messages simples et clairs qui ont le plus grand impact dans le domaine de la santé et des changements climatiques. D'abord, il y a le concept d'établir des connexions, d'établir des liens entre le climat, la santé et la vie des gens. Vous travaillez dans ce secteur, vous suivez cette formation, vous devez comprendre les différentes façons dont les changements climatiques influencent la santé. Mais pour bon nombre de personnes ailleurs sur la Terre, il s'agit d'une idée plus abstraite. Donc, notre recherche a recensé des formules assez simples qui aident à faire le lien entre le climat, la santé et la mobilisation des publics. Je vais vous présenter de la recherche menée par des collègues à notre centre. Ils ont découvert euh, qu'il y a différentes façons dont les changements climatiques touchent la pollution de l'air, les événements météo extrêmes et d'autres situations qui touchent la santé. Il faut déterminer aussi qui est le plus touché et comment, par exemple, la pollution de l'air touche l'asthme chez les jeunes ou chez les femmes enceintes, ou comment les événements météo extrêmes touchent les travailleurs. Il faut penser à un engagement émotionnel avec sa source. Il faut penser aussi dans nos contextes où lorsqu'il y a des personnes politisées, mais de façon modérée. Maintenant, aux États-Unis, il y a beaucoup de polarisation et en mettant la recherche sur établir les liens entre le climat et la santé peut apporter un engagement émotionnel. Donc, pensez aux différents faits et pourquoi ça importe. Une autre caractéristique du message, c'est d'insister sur les avantages de l'action présente. Parfois, les changements climatiques peuvent sembler distants et abstraits, mais pour illustrer les avantages des solutions vont aussi susciter un plus grand engagement. Voici de la recherche par le consortium de la Société médicale. Ils ont trouvé que les parcours de solutions comme utilisant des énergies renouvelables propres, du transport actif et l'amélioration de la construction, tout en améliorant les environnements communautaires, comme avoir des communautés où il est possible de marcher ou se déplacer, alors que les effets sur le climat prennent du temps à agir. Les avantages sur la santé se font ressentir presque instantanément. Et ce sont des avantages concrets locaux. Il est possible d'aller faire une promenade sur la rue principale et remarquer qu'il y a plus d'ombre, ce qui peut avoir d'autres avantages sur la santé, comme avoir une ville plus facile à se déplacer à pied, peut être bon pour la santé et c'est aussi bénéfique pour les changements climatiques.
il est aussi important d'utiliser des récits personnels. Le consortium a une série d'histoires publiées. Voici un exemple. Il s'agit d'une infirmière de Phoenix, Paloma Greenwald. Elle raconte l'histoire d'une femme qu'elle connaît. Il faisait du ménage dans les avions. Elle travaillait le soir. Elle a été hospitalisée à l'urgence pendant une semaine avec la défaillance rénale. Après avoir travaillé dans des conditions extrêmement chaudes avec l'augmentation des températures durant la nuit. Donc, cette idée des nuits plus chaudes touche des vraies personnes, pas seulement sur le plan de la santé, mais sur le plan financier. Ils perdent, par exemple, une semaine de salaire. Il y a aussi la médecin, Dr. Laurie Byron, qui a travaillé sur les différents puits dans la réserve qui se sont asséchés. Et les ranchs, qui étaient la source de survie pour des familles dans la famille, sont devenus trop secs et arides pour que les agriculteurs puissent cultiver les terres. Donc, on peut faire un lien entre les idées abstraites climatiques et de chaleur extrême liées au mode de survie des personnes. Voici des caractéristiques des messages. Il faut établir des liens, utiliser des récits personnels, parler des avantages présents sur la santé auxquels différents publics peuvent s'identifier. Ce qui m'amène vers mon prochain sujet, soit l'importance de bien connaître ces publics. Vous devez songer aux messages qui doivent être partagés. Vous devez penser à quel message que vous devez euh, penser pour certains publics. Est-ce que vous voulez parler aux professionnels de la santé, des patients, des politiciens, le public en général? Ou est-ce que c'est un autre groupe? Vous le savez sans doute. Pensez à vos publics de façon assez précise. Qui cherchez-vous à mobiliser? Est-ce que ce sont des personnes qui sont d'accord avec vous quant à l'enjeu? Est-ce que ce sont des personnes qui sont convaincues que les changements climatiques touchent la santé? Est-ce que ces publics pensent que la communauté ou la nation doit agir ou peut-être qu'ils sont encore en train de réfléchir aux façons d'agir efficacement? Qui sont les publics que vous voulez mobiliser et quels sont les messages que vous devez partager avec ces personnes? Peut-être qu'il faut parler des efforts qui changent la donne et comment s'impliquer. Ensuite, il faut déterminer qui vous cherchez à convaincre. Peut-être que ce sont des personnes qui ne sont pas mobilisées. C'est peut-être des personnes qui ont entendu certaines choses, mais ne savent pas pourquoi c'est important. Est-ce que c'est vraiment digne de confiance? Peut-être qu'il faudra avoir l'avis des professionnels de la santé pour que le message soit plus convaincant. Vous devez penser à quel groupe vous cherchez à cibler, qui vous voulez convaincre, et vous devez penser aussi au public qui s'oppose à vous. Ce n'est peut-être pas votre public principal, vous n'essayez pas de convaincre les personnes qui s'opposent à vous, mais les personnes que vous cherchez à mobiliser, à convaincre, vont peut-être écouter les détracteurs. Donc, c'est très important de savoir ce que ces publics comprennent ou ne comprennent pas par rapport à l'enjeu et quelles sont leurs valeurs. Dans le contexte du consortium de la société médicale, de chercher à mobiliser les professionnels de la santé, s'engager avec le gouvernement local, de l'État fédéral et s'opposer aux dommages causés par l'industrie des combustibles fossiles. Voici de la recherche qu'il faut utiliser pour mobiliser les professionnels de la santé. Voici une étude menée en déterminant que les professionnels de la santé comprennent que les changements climatiques sont causés par les humains, que c'est une cause grandissante de dommages à la santé. Et il y a donc une responsabilité d'éduquer les publics généraux et les décideurs. Ce sont des publics qui sont probablement convaincus, mais ne connaissent pas les prochaines étapes d'action. En plus, nous avons l'objectif de mobiliser les décideurs sur tous les paliers en déterminant que les décideurs ont une incompréhension de ce que le public
aux États-Unis veut par rapport à la réglementation des émissions de carbone comme polluants. Du côté gauche du spectre politique, les démocrates vont sous-estimer de 5 points le soutien du public américain. Du côté des républicains, ils sous-estiment de 31 le pourcentage du public qui soutiennent ces mesures. C'était 31 points en dessous de la réalité. C'était très important d'illustrer cette différence. Enfin, notre recherche a déterminé qu'il faut vraiment chercher l'attention des détracteurs des changements climatiques. Il faut dénoncer les industries des énergies fossiles, aller chercher le soutien aux politiques publiques et trouver des solutions au changement climatique, surtout au sein des conservateurs. Il faut donc déterminer qui on cherche à mobiliser, qui on veut convaincre et qui sont nos détracteurs, ce qui aide à définir quels sont les messages simples et clairs. Donc, c'est la première partie de ce mantra pour avoir des efforts de communication efficaces. Ensuite, il y a le concept de la répétition. La répétition est incroyablement puissante. C'est la mère de l'apprentissage, de l'appréciation et de la confiance. Lorsque les personnes nous entendent répéter les messages les plus simples et les plus clairs, ils vont les entendre, ils vont s'en souvenir, ils vous apprécieront plus et auront plus confiance en vous. Lorsque vous tenez un message généralement défini, ça va augmenter l'effet de vos intentions. Partie de la répétition, c'est l'adaptation et l'élaboration. Vous n'allez peut-être pas nécessairement dire la même chose de la même manière à tous les publics, mais c'est très important de livrer les messages que vous aviez finis en fonction de vos objectifs, de façon fréquente et de façon précoce. Donc, vous devez sortir votre message rapidement et le répéter. Et vous pouvez répéter en utilisant des renforcements visuels et métaphores. Certains éléments visuels et des métaphores peuvent répéter vos propos. Dans cet exemple, nous essayons d'avoir un chœur qui chante ensemble. Ce sont des différentes voix. La façon dont le message sera livré est un peu différent, mais chaque personne travaille en vue du même objectif. Je reviendrai au récit que j'ai mentionné plus tôt. Le message, c'est que les changements climatiques touchent la santé de vraies personnes de façon concrète. Nous avons 4 exemples différents qui illustrent cette réalité dans la profession médicale. Il s'agit d'un exemple de répétition adaptée, en faisant comprendre le message simple de différentes façons. La répétition, pour vous, pourrait être différentes personnes qui répètent la même chose. Vous trouvez des façons de communiquer efficacement vos messages simples et clairs avec des infographies, des vidéos, des blogs, et ainsi de suite. Voilà le pouvoir de la répétition. Maintenant, j'aimerais vous parler d'avoir différentes voix fiables, surtout lorsqu'on essaie de renforcer des efforts de communication. Vous ne voulez pas être la seule voix qui parle de l'enjeu. Vous voulez réunir des personnes qui sont dignes de confiance aux yeux de vos publics pour répéter ces messages simples et clairs. C'est donc très important d'avoir des liens de confiance. Mais ce n'est pas de la confiance abstraite. C'est vraiment à qui fait confiance votre public. Il s'agit des publics que vous voulez mobiliser, convaincre et vers qui ces personnes se tournent pour de l'information. Qui ces personnes semblent avoir de l'information crédible sur les changements climatiques et la santé. L'information qui leur est disponible et accessible. En prenant un pas en arrière et en pensant de façon générale au changement climatique et la santé, nous avons déterminé que les professionnels de la santé sont tout à fait
des personnes dignes de confiance car on leur fait confiance de façon générale. Voici de la recherche menée par Gallup en déterminant que les professionnels de la santé font partie des 5 professions les plus fiables. Pour les infirmières, il y a une grande confiance. Les infirmières sont au sommet de cette liste, suivies des enseignants, des officiers militaires, des pharmaciens et des médecins médicaux. On peut voir que les professions de la santé sont très dignes de confiance. Durant la COVID, il y a eu des fluctuations, mais les professionnels de la santé ont toujours été au sommet de, du palmarès de la fiabilité. Donc, les professionnels de la santé pourraient parler en votre nom pour l'action sur les changements climatiques. Dans ce contexte, vous pouvez vous associer avec des professionnels de la santé. Ensuite, déterminer qui sont les modèles clés dans les professions ou les collectivités dans lesquelles vous vous engagez. Si vous connaissez un groupe de personnes dignes de confiance, si vous connaissez les leaders de ce groupe comme des influenceurs, des modèles, et comment pouvez-vous mettre en lumière leur travail et comment vous pouvez vous associer à ces personnes? Qui sont ces personnes qui agissent comme leaders dans la collectivité ou la profession? Est-ce que ces personnes sont fiables aux yeux des publics que vous cherchez à rejoindre et que vous pouvez faire pour vous associer à ces personnes pour mettre en lumière leur travail? De plus, vous pouvez leur poser précisément de véhiculer votre message. C'est une partie très importante du casse-tête. Le plus grand obstacle à l'action climatique, c'est de ne pas demander des personnes de faire le travail. Notre centre a fait de la recherche auprès des publics généraux. 38 à 78 des Américains n'ont jamais été invités à contacter leurs élus à propos du changement climatique. 67 n'ont jamais été contactés par une organisation œuvrant pour la réduction du réchauffement climatique. Et certaines personnes affirment qu'elles auraient agi si une personne leur avait demandé de le faire. Voici des résultats de recherche menés en 2021. On a posé la question, aux 12 derniers mois, avez-vous signé une pétition quant au réchauffement climatique? Il y a seulement 16 qui ont affirmé oui, mais 51 ont affirmé qu'ils le feraient probablement si quelqu'un digne de confiance leur demandait de le faire. On peut voir aussi des résultats semblables par rapport à des dons, du bénévolat et d'écrire des lettres aux élus. Ce qui illustre quelque chose de plus général dans la mobilisation des professionnels de la santé. C'est-à-dire que juste se faire poser la question peut être très efficace. On doit penser à ces modèles et ces leaders d'opinion et penser aux voix fiables et demander à ces personnes si elles s'associeraient à vous pour partager les messages. Enfin, faites en sorte que ce soit facile d'agir. Si ces personnes sont d'accord avec vous et si elles vous ont dit oui, que pouvez-vous faire pour simplifier le plus possible leur part dans le processus? Par exemple, il y a ici des obstacles à l'action signalés par les professionnels de la santé. C'est la suite de la recherche que j'ai décrite plus tôt, indiquant que les professionnels de la santé sont convaincus que les changements climatiques ont un effet néfaste sur la santé. Ils pensent que c'est important, ils veulent plaider en votre nom, mais voici les obstacles principaux à l'action. Tout d'abord, les contraintes de temps. Ce n'est pas surprenant pour qui que ce soit ici que les professionnels de la santé sont très occupés, comme la plupart des gens. Donc, la contrainte de temps était le plus grand obstacle. Le manque de connaissances était aussi très important. 41 des répondants ont indiqué qu'ils n'avaient pas assez de connaissances pour agir efficacement par rapport à l'enjeu. Ensuite, il y avait la croyance que l'action ne changerait pas la donne
en pensant aussi qu'il n'y a pas beaucoup de soutien de leur père et que le sujet est très controversé. On recommande de s'attaquer, dans ce cas-ci, à ces obstacles. Mais pour vous, votre public et pour les personnes que vous essayez de convaincre à plaider pour vous, c'est très important de comprendre quels sont leurs obstacles et de penser de façon concrète à la façon de monter à ces obstacles. Donc, le manque de connaissances, nous recommandons de poursuivre l'éducation. Et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir, si vous voulez, un impact le plus tangible que possible, que ce soit le plus facile pour ces gens-là qui le voient dès le départ, si vous voulez, qu'ils sachent exactement ce dont on parle ici. Voici un exemple que de nos partenaires au consortium ont très bien fait. Et cela fait partie évidemment de documents beaucoup plus élaborés, mais des messages clés et des lignes directrices, si vous voulez, au cœur du message, comme quoi des changements climatiques, ils ont donné un langage très concret, très clair. Et tout ça est sur le site web du consortium et je vais vous pouvoir vous donner accès au lien plus tard. Mais voyons en forme pratique comment tout cela se traduit. Cela permet aux gens qui veulent, si vous voulez, prendre ce message et l'adapter à leurs propres besoins. On voit ici les mémos qui sont construits un peu, qui peuvent être adaptés, si vous voulez, à leurs besoins spécifiques, mais de façon un peu supplémentaire, si on veut dire ainsi. Lors d'une conférence annuelle, nous avons offert, si vous voulez, de poursuivre à éduquer, de poursuivre une forme d'éducation dans tout ça, comme ça les gens peuvent être mobilisés. Et on a travaillé de façon quand même assez élaborée avec des météorologistes pour qu'ils nous donnent, si vous voulez, avoir les crédits au niveau de l'éducation pour savoir où exactement ils vont, les rencontres, les messages, peu importe la forme de communication. Et ils offrent, si vous voulez, une certaine forme d'éducation. Donc, à 31%, on voit que les croyances, que ça ne fera aucune différence, qu'il n'y aura aucun impact finalement. Et c'est très important de mettre en lumière les événements à succès. Ici au Mexique, on l'a vu, un comité s'est penché là-dessus sur l'idée de protéger, si vous voulez, les travailleurs vulnérables qui travaillent qui sont, si vous voulez, soumis à des températures extrêmes. Il y a plusieurs façons que vous pouvez vous faire cela, c'est-à-dire de mettre en lumière les histoires à succès. Donc, petit, une reconnaissance trop faible de la part de leur père à 22%. Si je fais cela à l'intérieur de mon travail ou à l'intérieur de ma communauté, et c'est là qu'on peut avoir le réseautage, si vous voulez, la puissance d'un réseautage avec qui vous travaillez. Est-ce que vous travaillez au niveau régional, au niveau national pour, si vous voulez, rassembler et amener ensemble les gens qui veulent travailler ensemble et qui veulent faire une différence dans ce secteur? Les, donc, c'est un effort concerté ici, donc lors des conventions annuelles. L'importance est de montrer qu'il y a des pairs à l'intérieur de leur profession ou à l'intérieur de la communauté auquel ils évoluent qui peuvent faire une différence et on doit rendre ces gens-là plus visibles. C'est donc finalement au 16%, le sujet est trop controversé. Et ici, nos lignes directrices là-dessus seraient une recherche à quoi les gens ont-ils vraiment peur? Qu'est-ce que cela cache derrière? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ne veulent pas défendre au nom de quelqu'un d'autre de l'action climatique, si vous voulez, de prendre la défense des gens? Ils ne veulent pas peut-être que ce soit connu à l'intérieur de leur profession. On voit ici les scientifiques qui, si vous voulez, défendent le fait que les changements climatiques apportent des impacts négatifs. Donc, on voit ici, et ce qui est mis en lumière ici, c'est qu'il y a des gens
Et cela augmente le niveau de stress parce que si on peut convaincre les gens que c'est un problème, vous devriez faire quelque chose pour le contrer. Donc, après tout cela, que ça a été expérimenté, que les scientifiques, si vous voulez, prennent la défense, oui ou non, de ce sujet, mais ils ont le même, si vous voulez, niveau de confiance. Et à l'intérieur de certains groupes, donc, vous voyez, c'est devenu même plus fort après qu'ils aient pris la parole ou qu'ils aient pris la défense. Donc, l'idée plus large de tout cela, qui sont vos voix de confiance? À qui pouvez-vous faire confiance? Que pouvez-vous faire pour les aider à prendre plus de pas, à aller de l'avant d'une façon encore plus importante? Les gens avec qui vous pouvez parler et transmettre un message clair et rapide. Donc, en résumé, voici, si vous voulez, le portrait un peu plus global. Le travail que vous faites, quel est votre message clair et limpide? Comment allez-vous faire avancer votre objectif? À qui voulez-vous vous adresser? Les maximiser des répétitions, si vous voulez, par des voix auxquelles vous faites confiance ou des voix de confiance qui transmettent votre message. Voici le site web et évidemment, vous pourrez en apprendre davantage en consultant notre site web. Merci beaucoup. Merci beaucoup, extraordinaire, Teresa. C'est tout à fait fantastique. C'est tellement important. Des informations si importantes pour, si vous voulez, engager les gens, parce que la chose la plus importante ici, c'est que les gens soient au fait et que les gens soient engagés dans ce combat, dans cette mission que nous faisons envers la réduction, si vous voulez, un peu de tout ce qui se passe avec les problèmes climatiques auxquels on fait face. Donc, merci beaucoup, Teresa. Donc, de Mexico maintenant. Ana Rosa, c'est à vous. Elle est biologiste graduée de l'Université du Mexique, donc une maîtrise en écologie humaine, également professionnelle du niveau de taxation aux États-Unis, donc une consultante au niveau des risques, également travaillé pour une organisation de la santé, donc comme 11 années à PAO dans le milieu de la santé et de l'environnement. Donc, elle a dirigé plusieurs projets. Elle est maintenant retirée du département de la santé publique de l'Université autonome de Mexico. Donc, elle a travaillé au sein d'organisations gouvernementales. Depuis 1995, elle participe à tous les rapports, si vous voulez, d'évaluation, également consultante sur les changements climatiques, aux Nations Unies et du Programme de développement des Nations Unies. Donc, en 1996, elle a soumis plusieurs publications au niveau national et international. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Nous, donc, nous allons parler de communication. Donc, nous focalisons sur le changement de langue maintenant. Les gens ne répondent pas directement aux événements qui ont un effet sur leur communauté, mais ont une perception individuelle ou collective des différents sujets. Donc, selon les expériences qu'ils ont vécues, leurs sentiments, si vous voulez, dans une espèce d'encadrement social. Donc, il y a beaucoup de difficultés
à coordonner des efforts concertés envers les changements climatiques. Et je vais également parler aujourd'hui de l'urgence d'agir et de l'urgence envers le système de la santé parce que les risques sont vraiment présents et quels risques auxquels ils font face pour leur santé. Les informations pertinentes qui sont, si vous voulez, véhiculées à travers plusieurs canaux ne permet pas nécessairement aux gens de prendre les décisions éclairées et de protéger leur communauté, si vous voulez, le bien-être des gens de leur propre communauté. Donc, cela a un impact sur tous les aspects de la vie humaine. Donc, on devrait regarder cela pas seulement d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue plus global. Cela a un effet sur la politique, l'économie, la santé et également la culture. Les gens ne répondent pas directement aux risques auxquels ils sont exposés, mais selon leur propre perception de leurs propres risques. Et c'est une considération qui est très importante parce que leur communauté, souvent, souffre, si vous le voulez, d'événements tels que des inondations principales comme on l'a vécu en Amérique latine au cours des dernières années, à titre d'exemple. Donc, c'est très important de développer, si vous voulez, de communiquer les risques de façon éclairée au niveau national et même à des niveaux supérieurs. Et c'est important dans des pays quand même importants comme l'Argentine, le Mexique, le Brésil, où chaque région a des, si vous voulez, des spécificités environnementales et communiquer les risques doit avoir une certaine adaptation parce que, si vous voulez, dans le sud-est du Mexique, c'est une région tropicale où ils souffrent souvent d'inondations, où on voit souvent des inondations. Et il y a des sécheresses également, il y a donc des régions désertiques. Donc, si vous voulez, les risques et les dangers sont complètement différents. Et cela a des impacts différents également sur la population, sur ce qu'ils vont vivre. Donc, on parle de vagues de chaleur dans le dans le nord-ouest du Mexique. Ce n'est pas exactement le même risque que si vous faites face à des sécheresses ou des inondations. On parle maintenant au niveau de l'agriculture. Les gens travaillent pour de longues heures, sont, si vous voulez, exposés aux éléments sans se rassasier pour de longues heures. Et donc, ils peuvent développer des problèmes de reins. Chaque région a ses propres enjeux et selon les caractéristiques environnementaux, la population, les cultures et les besoins de la population. Donc, ils ont besoin d'une communication qui leur parle directement pour qu'ils comprennent exactement les risques auxquels ils font face. Le manque de, si vous voulez, le manque de développement des communautés locales à communiquer les risques auxquels la population fait face. Donc, ils doivent dépendre d'experts extérieurs, si vous voulez, des gens qui ont été formés dans d'autres endroits en Amérique latine. Il y a il y a un gros manque de communication pertinent. Donc, on voit ici, c'est mon patron, mais ils ne savent pas comment parler aux gens, comment communiquer avec les gens, et pour que les gens deviennent responsables de ça, de savoir comment gérer avec les températures très élevées, donc, et d'autres exemples de ce type-là. Donc, on doit prendre ça trop au sérieux de protéger la santé des gens et s'assurer de protéger particulièrement les gens les plus vulnérables. Nous devons, si vous voulez, nous éloigner du jargon de changement climatique. Nous devons parler de plus aux gens et des gens. C'est une façon d'humaniser la couverture, si vous voulez, de la santé et des changements climatiques. On doit raconter les histoires auxquelles les gens font face, des histoires humaines, et cela va parler davantage aux personnes auxquelles vous voulez communiquer. Voyez, l'éducation
un peu de où ils viennent, de ce qu'ils ont vécu, les endroits où ils ont vécu. Peut-être qu'ils sont devenus des immigrants climatiques avec le temps en raison des intempéries. Donc, ils ne savent pas où ils arrivent ailleurs, ils ne connaissent pas les risques climatiques auxquels ils font face de nouveau. Donc, vous voyez, ce genre de communication est très importante et c'est de la communication abstraite jusqu'à un certain point. Donc, les gens ont une compréhension diverse. Et c'est un défi pour beaucoup de gens des médias qui n'ont pas les ressources pour, si vous voulez, aller se rendre sur les lieux où les gens subissent ces espèces de affres climatiques. Donc, et de donner une couverture, parce qu'au final, on voit que dans beaucoup de cas, les gens ne s'en préoccupent pas. Donc, de vérifier. Est-ce que les informations qui ont été données, est-ce que les gens comprennent et est-ce qu'on s'assure, est-ce que les gens s'approprient le message? Parce que beaucoup de gens, les gens qui travaillent là-dessus, à transmettre un message, et cela m'est arrivé à moi-même aussi. Et c'est un message encrypté qui est tout à fait extraordinaire et je lis ça à mon mari et cela ne fonctionnera pas ailleurs. Peut-être que lui, il va pouvoir le lire, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Donc, vous voyez, même lui-même ne comprenait pas. Donc, les experts, des fois, c'est un jargon que les experts comprennent, mais est-ce que la population au grand complet va comprendre? Et parfois, nous devons être plus humbles et reconnaître que cela ne s'adresse pas et qu'on ne peut pas rejoindre tout le monde. La communication, à son meilleur, doivent, si vous voulez, on doit se donner plusieurs outils pour s'assurer qu'on gère très bien la façon dont on communique le message et comment on communique. Est-ce que cela s'adresse, si vous voulez, aux employés techniques ou est-ce que c'est un genre de vérification qu'on fait sur notre message? C'est un exemple plus large lors d'une épidémie donc, ou de désastres, si vous voulez, la communication du risque qui sont à risque élevé, est-ce qu'ils peuvent comprendre quel genre de comportement adopter? Lorsqu'on parle de la pandémie de la COVID-19, quelque chose que j'ai parlé avec beaucoup de gens, nous sommes arrivés à la conclusion que même certains groupes dans certains pays ont été entraînés de comment, si vous le voulez, partager l'information à propos des risques. Et la plupart des gens ne savaient pas le faire et la plupart des pays ont fait des erreurs majeures en communication et c'est quelque chose qui n'a pas été évalué, si vous le voulez. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, les exemples, si vous voulez, un épidémiologiste a peut-être un problème, et c'est peut-être quelqu'un de renommé, mais ils ne savent pas comment communiquer, pardon, proprement le message. Et c'est quelque chose que je dis toujours à l'intérieur de mes cours, c'est important de savoir communiquer. Donc, voyez, vous faites une couverture d'un événement, on parle, on signale quelque chose. Oui, on doit s'assurer que les gens comprennent ce qu'on dit. Et inconsciemment, est-ce que... Donc, c'est quelque chose que nous ne sommes pas certains. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, évidemment. Donc, je ne peux pas dire, oui, au mieux de ma connaissance, au meilleur de ma connaissance, c'est l'information que j'ai, mais lors des crises, les informations peuvent changer très rapidement. Donc, on doit également s'ajuster à ce genre de situation. Donc, encore une fois, à titre d'exemple, des chercheurs qui ont de l'information, ils parlent aux médias, mais ils parlent un langage que la population en général ne comprend pas. C'est beaucoup trop technique. Nous devons trouver l'information et donner de l'information que les gens vont comprendre. Parler dans un langage que la population en général comprendra. Nous devons également s'assurer que les experts et les autorités puissent prendre en charge, si vous le voulez, les préoccupations des gens et que ce soit pertinent et que ce soit acceptable
Ça ne veut pas dire qu'on va mettre quelqu'un là et que personne va parler, que tout est beau, que tout est beau. Non, ils ont besoin d'être entraînés à savoir parler la langue et comment partager l'information qu'on veut divulguer. Et également, nous devons penser aux réponses. Une série de questions, ils doivent savoir comment répondre. Lorsque vous voyez des gens lors du 11 septembre, le maire de New York, Giuliani, qui dirigeait la ville de New York à l'époque, lorsqu'un journaliste lui a demandé combien de gens sont morts d'après vous, et c'est une question extrêmement difficile à répondre, parce que si vous donnez un chiffre, et le chiffre va être vérifié, est-ce que le chiffre est réel, oui ou non? Est-ce que c'est trop petit comparativement à la réalité? Est-ce que cela reflète la réalité? Il a toujours dit quelque chose que je me rappellerai toujours. Et c'est beaucoup plus qu'on aurait pu se permettre. Et si vous voyez, il n'a pas donné un chiffre précis. Il n'a pas donné une réponse précise parce qu'il n'avait pas une réponse précise à donner. Mais il a tout de même véhiculé un message. Donc, en disant beaucoup plus qu'on a pu se permettre, était une réponse extraordinaire. Et c'est quelque chose qui a pensé, si vous voulez, sur le moment. Non, il a eu une formation et un entraînement pendant plusieurs semaines à savoir comment communiquer, savoir comment répondre. Donc, vous voyez, c'est important parce qu'on doit, si vous le voulez, recevoir des informations précises et pertinentes. Donc, lors d'intervention, cela doit avoir des services accessibles, soyez transparents. Le message doit être clair et précis, ça doit être facile à comprendre. Ils doivent reconnaître les populations, savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce que les gens ont vécu et défendre, si vous voulez, ce que les gens veulent qu'on défende également. Donc, vous voyez, on a besoin de renforcer tout cela, notre réseau, si vous le voulez, de personnes qui véhiculent des messages. Et au niveau géographique également, c'est important parce que c'est pas pareil partout. Les pays plus grands, plus vastes, nous devons prendre en considération la culture. Donc, au nord du Mexique, à titre d'exemple, les hommes parlent, si vous le voulez, rapidement et d'une façon, avec un débit rapide, que si quelqu'un d'autre arrive d'une autre partie du pays, va penser que c'est une façon de communiquer qui est très rude, qui est très brusque, qui est très... Mais c'est culturel. Et lorsque nous communiquons les risques, nous devons également se rendre dans des endroits où la culture est différente et nous devons nous adapter et comprendre et ne pas juger et ne pas tirer des conclusions rapides à savoir de quelle façon, pardon, les gens communiquent. Nous devons nous adapter et adapter notre système de communication aux besoins des gens à qui nous nous adressons. Si vous voulez communiquer les risques en crise d'urgence ou en moment de crise, doit également avoir des réponses d'urgence. Donc, les changements climatiques, les urgences en changement climatique peuvent prendre plusieurs formes. Des conseils, des opinions, les informations à travers différents experts, les leaders des communautés, si vous le voulez, les politiciens, à qui on s'adresse, les gens qui sont à haut risque. Et cela se produit lorsque nous avons déjà l'événement est déjà en cours. Donc, si vous voulez, on bâtit un peu l'avion en plein vol. Donc, on a besoin d'experts qui ont de l'expertise et une crédibilité. Lorsqu'on a quelqu'un qui parle devant une salle ou devant nous, qui se promène de site en site, le langage non verbal, s'il paraît être insécure, nerveux, vous voyez, c'est une forme de communication. Et nous sommes, si vous voulez, préoccupés par cette forme de communication. Lorsque nous ne savons pas, lorsque nous
connaissons pas le langage corporel. Peut-être que nous ne comprenons pas exactement, mais nous voyons que quelque chose ne fonctionne pas. Et cela ne nous permet pas d'avoir une connexion profonde avec ce que la personne va dire. C'est essentiel lorsque nous communiquons, si vous voulez, une période de risque ou une crise, parce que la personne qui est en avant, devant nous, ne regarde pas les gens directement dans les yeux. Lorsque nous donnons un discours, lorsque nous sommes dans une conférence, que nous parlons aux gens qui sont devant nous, nous devons toujours regarder les gens dans les yeux parce que sinon, nous ne reconnaissons pas qu'ils sont des humains au même titre que nous. Donc, vous voyez, nous ne captons pas leur attention si nous ne regardons pas les gens dans les yeux. Donc, nous devons leur dire, oui, vous êtes important pour moi. Oui, vous êtes important pour moi. Donc, de cette façon, cela veut dire, oui, de la formation. C'est important d'étudier, de développer et qu'on soit, si vous le voulez, également bien équipé au niveau technologique, des entraînements technologiques lorsque on se prépare, si vous voulez, à faire face à un désastre ou à une crise lors d'un désastre, cela doit nous montrer à quel point nous sommes fragiles, comment on va gérer notre fragilité. Et la fonction principale, si vous le voulez, est d'implanter, si vous le voulez, une recherche et une formation de communication du risque. Cela doit être fait bien en avant, bien en amont, et cela doit toujours être un processus qui est en continu, de façon continuelle, de façon continue, si vous voulez. Donc, les interventions spécifiques, on doit monitorer les évaluations, les activités, d'être bien conscient de ce qui se passe pour avoir une influence importante sur les comportements. Lorsqu'on parle, si vous voulez, de crise de santé importante, lorsqu'on parle de tout cela, les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont apeurés, on parle des gens qui sont blessés, qui ont subi des traumatismes, peut-être quelqu'un qui a subi une perte d'une personne chère lors de ces moments d'urgence, de ces moments de crise. L'empathie est plus qu'essentielle et l'empathie débute au moment où nous nous approchons de quelqu'un qui a souffert de ces événements. Nous devons avoir une équipe qui est entraînée à faire face à ces moments périlleux et ils doivent savoir comment avoir des mises à jour. Les gens des médias doivent avoir de l'information lors des crises. Et à l'université, il y avait un endroit pour les communicateurs, si vous voulez, où ils étaient entraînés à faire face à la communication de crise parce que c'est complètement différent et on doit agir différemment lorsque la communication de risque, cela doit être intégré à l'intérieur des équipes, si vous voulez, qui font face aux crises et de communiquer les risques doit faire partie de la préparation et de la réponse que l'équipe peut donner, que l'équipe de communication peut donner aux jeunes. Donc, pour les suivis et pour les outils avec lesquels on peut travailler, donc on doit reconnaître les méthodes et les mécanismes pour évaluer les risques et les interventions. La communication est très importante parce qu'à chaque fois, nous devons évaluer et définir et à savoir où on peut s'améliorer, qu'est-ce qui a fait défaut, où on a manqué, quels ont été les manquements et qu'est-ce qui n'était pas nécessaire et qu'est-ce qui est nécessaire. Et incorporer, intégrer, si vous le voulez, ce qu'on a trouvé à travers ces évaluations pour qu'on puisse s'améliorer lors des réponses futures que nous donnerons. Les journalistes doivent communiquer comment les urgences climatiques ont un lien direct avec la politique, l'économie et même au niveau électoral. Tous doivent savoir les bases de cela. Donc, on a besoin de journalistes qui sont entraînés, qui ont, si vous le voulez, entraînés dans une dynamique où ils peuvent en parler entre collègues. Ce n'est pas la même chose que
en deux paragraphes, comment les voisins vont manifester contre quelque chose. Non, 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 non. D'aller là et d'écouter les gens parler de leur mémoire ou de ce que les gens ont vécu, comprendre leur peur, leur détresse et peut-être qu'on peut partager avec les gens si vous le voulez. Oui, ça prend plus de temps, mais ça améliore la qualité du message et de la communication que nous donnons. Donc, nous devons être remplis d'empathie. On ne peut pas parler d'empathie si on n'a pas, si vous voulez, un sentiment empathique. Donc, comment on fait pour communiquer avec quelqu'un qui a perdu, si vous voulez, un être cher, ou qu'ils ont perdu leur maison, ou qu'ils ont perdu quelque chose d'important? Comment on fait pour être au même niveau que ces gens-là si des membres de leur famille sont coincés dans des ruines ou sont coincés dans une situation d'urgence? Et c'est très important de savoir parce que les gens auxquels nous parlons ont souffert de tout cela et on sait comment pénible et difficile cela peut être. Les outils de suivi d'évaluation, des recherches sont nécessaires pour établir les meilleurs mécanismes et les méthodes permettant d'évaluer rapidement les interventions CRE, d'intégrer les résultats de l'évaluation et les commentaires des parties prenantes et des communautés pour éclairer et améliorer les réponses actuelles et futures. Engagement vers la communauté. Il faut travailler pour les gens afin de protéger les collectivités les plus vulnérables et les peuples les plus vulnérables. Je peux travailler auprès des jeunes dans une région de Veracruz. Veracruz est un État voisin du Golfe du Mexique et ces collectivités étaient situées dans des endroits touchés par des glissements de terrain. En travaillant avec ces collectivités, j'ai eu de belles occasions pour en apprendre sur ces jeunes qui sont vulnérables, de ces jeunes qui ont perdu des membres de famille dans ces événements extrêmes. En travaillant avec ces collectivités, nous prenons un engagement pour les aider à répondre à leurs besoins locaux, surtout des besoins de communication, ensuite des actions afin de pouvoir intervenir dans dans un événement si extrême. Il faut identifier les personnes en qui la communauté a confiance et établir des liens avec elles. Il faut établir des relations où nous montrons notre volonté pour aider. Nous devons les impliquer dans la prise de décision pour garantir que les interventions sont collaboratives, contextualisées et que la communication est la responsabilité de la communauté. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très pertinents aujourd'hui. Il faut s'en servir pour mobiliser le public afin de faciliter la communication entre les pairs, créer une conscience situationnelle, surveiller, répondre aux rumeurs, aux réactions du public et aux préoccupations en cas d'urgence et faciliter des réponses au niveau local. L'importance du genre, car les relations entre les sexes façonnent la capacité des individus à se préparer, à suivre et à faire face et à se remettre des catastrophes grâce à l'interaction avec diverses structures sociales et sont façonnées par l'environnement physique et culturel. La communication des risques peut fournir divers outils pour gérer les différentes étapes des catastrophes. Il est très important de comprendre comment les relations entre les sexes fonctionnent dans les foyers des communautés pendant une catastrophe et dans la phase d'intervention et de rétablissement, car cela peut aider à établir des lignes directrices pour une communication des risques réussis. La relation entre les sexes conditionne la capacité des individus à se préparer, à survivre et à faire face à ainsi qu'à se remettre des catastrophes grâce à l'interaction avec diverses structures sociales et sont façonnés par les environnements physiques et culturels. En ce qui concerne le développement des matériels et la manière dont ils sont transmis, il est important de reconnaître les aspects de genre. Pour face aux risques environnementaux auxquels sont confrontées les femmes, trois aspects clés doivent être pris en compte: la protection, la participation et la prévention. Ces aspects doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'un programme de communication des risques. Par exemple, en matière de communication, lorsque des enfants sont touchés par une urgence de santé publique, il faut tenir compte de leur niveau de développement et de leur réaction psychologique. Il y a un groupe de Mexico, de l'Université autonome,
qui travaille sur la communication de risque. En travaillant auprès des enfants, on demande aux enfants de dessiner. Il est possible d'évaluer la perception des risques des enfants en fonction de leur dessin et de comprendre comment il est possible d'aider les enfants à gérer leurs craintes. Ainsi, il est possible de rassurer les enfants et que les enfants se sentent en sécurité avec leurs enseignants, leurs parents et d'autres personnes. Et il faut aussi éduquer les parents sur comment exprimer et transmettre un sentiment de sécurité et de certitude aux enfants. Ainsi, il faut mener un travail collaboratif dans lequel les enfants ont l'impression que leurs besoins sont rencontrés, exprimer leurs émotions et avoir le soutien de leurs parents. Dans de nombreuses sociétés, les femmes continuent d'avoir un niveau d'éducation inférieur, voire des taux d'alphabétisation inférieurs. Il faut tenir compte de cette situation dans la manière dont les messages sont élaborés et transmis. C'est aussi important dans des pays comme le Mexique, où il y a plusieurs populations autochtones qui ne parlent pas forcément la langue courante comme l'espagnol. Et dans certains cas, il faut se fier au travail de traducteurs et d'interprètes. Mais il faut faire attention en travaillant avec les traducteurs, car ils ne vont pas toujours véhiculer le message souhaité. Il faut trouver d'autres mécanismes et d'autres façons de bien faire passer le message, notamment en travaillant avec des marionnettes lorsqu'on travaille avec des enfants. Il s'agit d'une manière très efficace de faire passer un message précis. Selon selon les études, les femmes manquent d'informations sur les politiques de lutte contre les changements climatiques et sur la protection contre les divers effets des changements climatiques. Il y a de l'information fondée sur les genres, sur des systèmes d'alerte en cas d'urgence, en système mis en place dans 98. Il est maintenant possible d'être évacué rapidement en cas d'ouragan. Voilà pourquoi la communication de risque dans les endroits vulnérables est si importante, puisqu'il est possible de voir les avantages pour la population. La communication de risque peut être essentielle dans des situations comme celle-ci, surtout pour réduire la violence au Honduras après une catastrophe. Un message très efficace était: la violence contre les femmes est une catastrophe que les hommes peuvent prévenir. Lorsque nous impliquons les enfants dans les crises, la communication des risques d'urgence devrait être plus fréquente et très informative pour les parents. Ainsi, les parents sont bien informés pour mieux protéger les enfants. Il est possible de travailler en unité familiale. Les enfants sont susceptibles de vivre de l'anxiété et il faut leur apprendre à y faire face. Les stratégies de communication dans les écoles sont une opportunité de pouvoir communiquer avec les enfants et leurs gardiens. Les programmes d'études peuvent constituer un forum efficace pour promouvoir une communication sur les risques adaptés à leur capacité en développement. Les programmes d'études peuvent aussi être normalisés dans certains endroits et lorsqu'il y a des risques plus importants, les enfants sont peut-être déjà familiers avec les risques potentiels et quoi faire pour leur protection. Il faut donc faire participer les jeunes enfants au El Salvador, où ils ont créé leur propre système dans le programme scolaire avec l'élaboration de cartes de risque, la conception de plans d'urgence communautaires, mise en place de systèmes d'alerte précoce et la mise en œuvre de plans d'intervention, d'atténuation et de réduction des risques, parmi d'autres activités. D'autres activités de communication de risque, d'éducation, de sensibilisation, de promotion de la santé et des activités de pratique de réduction des risques. Des exemples seraient aussi au El Salvador, où 56 communautés, 56 groupes de jeunes comprenant 1120 filles et garçons pour renforcer les actions de gestion des risques avec des gestions des centres d'évacuation, protection des berges, la protection de leur famille, de leur communauté et l'exécution de projets de gestion environnementale.
Les enfants et les jeunes ont non seulement des besoins spécifiques en cas de catastrophe, mais peuvent également jouer un rôle de ressource ou de destinataire d'informations. C'est très important dans des endroits qui sont loin des villes parce que les jeunes et les enfants sont très intéressés à participer. Ils peuvent fournir de l'information, ils peuvent travailler au sein de réseaux de communication informels selon les besoins. Les cartes des risques élaborées avec des groupes de jeunes démontrent que les enfants comprennent les risques qu'ils reconnaissent et peuvent réagir de manière constructive et communiquer efficacement à leur sujet. J'ai eu la chance de travailler avec eux dans une communauté, dans les montagnes, à l'est de la ville de Mexico, où j'ai travaillé auprès de jeunes. Nous avons dessiné des cartes dans lesquelles nous avons défini les régions où il y a eu des catastrophes quelques années et où des centaines de personnes sont décédées. Les enfants se sont très intéressés à ces cartes. Et nous avons visité les endroits touchés. Nous avons demandé aux jeunes si il y avait des personnes avec des handicaps quelconques. En fonction de ces cartes, nous savions où trouver les personnes vulnérables. Donc, s'il y a un avertissement de pluie diluvienne ou un avertissement de glissement de terrain, les jeunes, les enfants savent qui a la responsabilité d'aider les personnes en situation de handicap et les amener à un lieu sûr. Les jeunes et les enfants savaient où aller. Ils avaient des appareils de communication. Et un jeune était responsable d'attitrer des personnes aux différentes régions. Ils avaient donc une carte. Ils avaient déjà attribué les rôles et les maisons à visiter en premier ou à porter les personnes à la suite de l'évacuation. Les enfants avaient affirmé qu'il était responsable, mais que son frère, sa soeur ou son père pouvaient aider à l'évacuation et d'amener les personnes dans des refuges. Donc, les enfants peuvent participer lorsque c'est nécessaire. Les enfants sont toujours partants à participer et d'aider à aider les personnes dans des lieux de refuge. Dans les communautés où le taux de pauvreté est élevé, les adultes n'ont pas le temps d'assister aux formations et aux réunions, ou bien ils partagent un fort sentiment d'apathie ou de subordination, ou bien ils n'ont pas accès aux sources d'information. Les jeunes jouent un rôle important d'interprètes et de convoyeurs de messages. Ils peuvent participer dans des stratégies importantes pour que les communautés soient plus sûres, la participation directe aux activités de gestion de catastrophes qui donnent aux enfants un sens plus fort de la communauté. En Amérique latine et dans le Caraïbe, il y a un système d'alerte précoce, des politiques connexes pour gérer les vulnérabilités au changement climatique. Dans certains pays, il y a des initiatives pour réduire les risques communautaires. Cependant, la couverture et la qualité sont souvent inégales. Et j'aimerais conclure en disant que la communication sur les risques devient une stratégie très importante dans les systèmes d'alerte précoce et dans l'information des populations vulnérables pour identifier les risques potentiels face aux événements extrêmes. Merci tout le monde de votre attention. Merci beaucoup. Anna Rosa, nous sommes légèrement en retard. J'aimerais maintenant insister sur l'importance de la perception des risques. La communication est très importante pour dire aux gens qu'il faut être attentif à quelque chose qui peut toucher leur vie directement. Il faut toujours penser à leur perception des risques et de bien communiquer et efficacement, car tout est lié à la perception et à augmenter la perception quant au risque. Il faut sensibiliser les gens quant aux menaces qui les touchent. J'aimerais maintenant inviter Jacqueline Machado de Rio Grande du Sul. Elle a un diplôme en relations publiques, une maîtrise en administration
Elle compte 15 ans d'expérience en santé publique et en impact social. Elle est la directrice générale de Vidia, une agence spécialisée en création et en mise en œuvre de programmes de communication pour réduire les inégalités sociales. Son travail se concentre sur la communication communautaire en combinant différents outils de communication qui combinent la théorie comportementale pour améliorer l'engagement et apporter des changements durables. Elle a mené des projets avec le ministère de la Santé du Brésil et d'autres agences des Nations Unies, l'UNESCO, l'UNICEF, pour appuyer des politiques de grande échelle dans les États brésiliens et les municipalités. Jacqueline, la parole est à vous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et c'est également une joie d'avoir entendu Anna et Teresa et on apprend beaucoup de choses et beaucoup d'entre nous peuvent apprendre. Donc en premier, j'aimerais vous dire que je parle. Donc il y a une tragédie terrible qui s'est produite. Ça fait une année, 10 millions de personnes et 2,5 millions de personnes sont devenues sans abri en raison des inondations. Donc, laissez-moi vous parler des perspectives de cette communauté. Les inondations nous a vraiment, vraiment, si vous le voulez, impacté et a eu un effet de choc, un effet de vague majeur sur nous. On n'a pas de plan de contention, on n'a pas. Donc, si on regarde ça avec du recul, avant ce qui s'est produit, on a eu beaucoup de leçons à apprendre de l'intérieur lorsque nous parlons de plans de contention. Et ces plans peuvent être refaits, donc peut nous prévenir d'avoir autant de difficultés ou d'avoir des interruptions dans le domaine de la santé. Lorsqu'on parle de communication, si on prend ça de la perspective des changements climatiques et des crises, la communication est un aspect très important pour soutenir les participations individuelles de chacun et à travers la prévention également. Et lorsque quelque chose se produit, les gens doivent savoir quoi faire, comment réagir. Il y a un processus de mobilisation au sein des communautés. Comment nous pouvons être organisés à l'intérieur de nos communautés pour faire face à ces enjeux et intervenir de façon efficace quand ces événements tragiques se produisent. La communication doit être basée sur l'information, mais doit être efficace aussi. Notre participation, on doit mettre l'emphase là-dessus, nos responsabilités face à certains points de vue, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au plan individuel, comment je peux le faire pour ma communauté d'une façon plus sophistiquée, comment on peut mobiliser et obtenir une réponse rapide lorsque des choses se produisent, des choses tragiques. Lorsqu'on parle de la communication de risque, donc on n'a pas de plan de contingence. Moi, j'ai eu 20 jours sans abri moi-même. En l'espace de 2 heures, on avait une rivière juste à l'extérieur de chez moi. À ma porte, une rivière coulait en l'espace de 2 heures. En premier, qu'est-ce qu'on a dit? On doit être sensibilisé, on doit être prête et savoir que cela peut se passer. On ne pense pas que ça va arriver, mais je ne vous dis pas comment horrible tout ça était, mais on a appris quelque chose et la communication fait partie de tout cela. Lorsqu'on a cette perspective, avant, non, on ne savait pas comment être prête. Maintenant, on sait comment avoir une réponse et lorsqu'on doit sauver des vies et diriger, si vous le voulez, les gens dans la façon de se comporter, on a travaillé avec des professionnels qui ont été vraiment, si vous le voulez, impliqués lors des inondations. Les gens disaient, j'aimerais que quelqu'un me dise quoi faire ou m'aurait dit quoi faire lorsqu'on a vécu tout cela. La communication est importante. On doit avoir un aspect de coordination. Quoi faire quand quelque chose se produit? On doit relier l'information, on doit en parler
les maladies, qu'est-ce que la vie, comment va être la vie après une inondation et le processus, si vous voulez, de retour à la vie normale, également le processus de la santé. Vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez plus de maison, vous devez aller chez quelqu'un d'autre qui habite loin, donc vous devez, si vous voulez, rétablir le niveau de confiance à l'intérieur de votre service de santé lorsque vous faites face à des traumatismes. Si vous voulez, cela devient moins important et perd un peu de crédibilité aux yeux des gens. Donc, on voit conduire ou construire ce protocole de communication. Les changements climatiques arrivent, mais avant, pendant et après. Prenons une pause de quelques secondes. Pardon? Donc, on a l'impression que vous utilisez deux moniteurs. Donc j'ai un moniteur. Donc, tentez si vous voulez repartir votre moniteur, de faire un redémarrage. C'est la même chose. Donc, on voit les deux écrans en ce moment. Donc, allons de l'avant. Je pense que tout est maintenant rétabli. Donc, j'avais deux écrans, mais peu importe. Allons de l'avant. Pardon, Jacqueline, si vous voulez, poursuivez maintenant. Lorsque nous pensons à la communication, donc lorsqu'on parle du système de santé, lorsque cela a un impact sur la vie quotidienne des gens, pour réduire le niveau de panique, les mesures de santé qui ont été prises pour sauver des vies, et cela, s'il n'est pas bien planifié, si on ne le fait pas de la bonne façon, cela peut avoir des répercussions majeures. On doit gérer avec des fausses nouvelles, le phénomène des fake news, de fausses nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que l'information, on parle beaucoup plus du service que des conditions auxquelles les gens font face. Donc, c'est un processus très puissant lorsqu'on parle de communication. Ici, c'est mal exécuté. Ici, c'est désorganisé. On a des échecs au niveau des communications, nous ne perdons pas seulement au niveau des nouvelles, mais également la santé, la peur, si vous voulez, se répand à l'intérieur des communautés, et là, ça devient plutôt chaotique. Donc, la communication est très importante la plupart du temps. Après avoir entendu parler Anna et Teresa, on doit avoir le respect. Comment la communauté s'organise, la communication provient du gouvernement, arrive des niveaux gouvernementaux. On doit s'organiser, des réseaux de communautés, comme ça on va être plus efficace et ça va être se faire de façon, si vous voulez, plus douce. Donc la communication, lorsqu'on parle de critique des infrastructures lors des événements climatiques extrêmes, donc on va avoir une réponse rapide et ordonnée. Nous entendons les gens dire, j'aimerais entendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire lorsqu'on parle de communication. Vous voyez, à l'intérieur, les gens ne savent pas quoi faire, comment réagir. On a besoin d'un protocole bien établi. À l'extérieur de nos organisations, également un protocole interne pour donner des lignes directrices et pour donner, si vous voulez, une façon de faire à la population. Et cela doit être une protocole intérieur pour nous et un protocole extérieur pour la population. Donc, ce protocole va communiquer quoi faire, à qui on parle et où. Quels sont les services peut-on donner, quels services j'ai accès avant de revenir chez moi. Et lorsque vous voyez des maisons ont été détruites, j'ai eu peur et tout ça est centralisé. Donc, par exemple, les efforts si vous le voulez, vont vers, si vous voulez, les éléments de base ne doivent pas être interrompus. On doit garantir. On peut penser à de petites unités comme les municipalités. Ils doivent avoir au moins une personne en charge de donner des informations claires et rapides.
à qui on peut se fier, quelles sont les informations fiables qui circulent, est-ce qu'il y a un porte-parole, est-ce que quelqu'un a été désigné. Donc, dans ce sens, lorsqu'on parle d'un plan de contingence, donc sans communication, il n'y a rien à coordonner, rien à faire, si vous voulez. C'est pour cela que je parle de cette perspective que la communication doit faire partie du plan de contingence. C'est quelque chose qu'on doit faire et qu'on doit mettre sur pied. Et cela doit faire partie des protocoles. Et lorsqu'on parle des communications dans le domaine des gens ou qui s'adressent aux gens vulnérables, les changements climatiques amplifient les inégalités dans le monde. Les populations les plus à risque sont, si vous voulez, les plus affectées. Ils n'ont pas d'outils de communication. On ne peut pas penser que la même stratégie va s'appliquer partout. Des gens n'ont pas accès à l'information. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ont peu d'accès à l'information, n'ont pas d'accès du tout à l'information. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, communiquer de la même façon avec un ingénieur ou quelqu'un qui vient de subir quelque chose, un événement, qui vit un événement tragique. Comment on peut focaliser lorsque un événement se produit, une crise est en cours? Les gens se rappellent moins parce qu'ils font face à l'urgence. Donc, vous voyez, le message doit être très clair, très simple et être répété d'une source fiable à plusieurs reprises. Donc, après un événement tragique ou un événement de crise, cela doit être, si vous voulez, la façon la plus claire de communiquer. Ça doit être le plan central de la communication. Donc, lorsqu'on parle de planification, de communication, les inégalités, donc ça devient un privilège et peut-être que ça vous donne un exemple de ce qui s'est passé en 2025. 1600 décès et la plupart des gens donc vivaient, si vous voulez, dans des genres de bidonvilles à l'extérieur des villes. Donc, la seule source fiable d'information était les réseaux sociaux, si on veut. Donc, au sud du Brésil, c'est de renforcer les besoins d'échanger les informations. Nous parlons de la compréhension des communautés, que les gens puissent partager l'information ensemble. Les leaders locaux, lorsque nous pensons au statut des gens ou la structure de communication, cela doit être fiable parce que le niveau de fiabilité que les gens ont, donc si vous voulez, ces stratégies de communication peuvent être critiques dans ces moments qui sont décisifs, mais la communication doit travailler. Ce ne doit pas être, si vous voulez, s'adresser à l'élite ou aux technocrates seulement. Lorsque on parle, si vous voulez, de vulgariser les communications, que ce soit des messages clairs, le manque de communication envers les populations vulnérables a coûté, on est en mesure de mesurer 26 morts en raison du manque d'informations. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bain, si vous voulez. Les territoires où les gens sont plus vulnérables, les endroits où les gens sont plus vulnérables. Donc, le niveau de perception est complètement différent et le niveau de risque est aussi différent. Et cela, les gens font face à d'autres risques, des risques de santé. Et cela se prolonge plus longtemps parce que les gens ont beaucoup d'autres préoccupations également. Donc, la perception de limite, si vous le voulez, est très large, c'est très important, c'est vaste. Comment on peut s'assurer que les gens vont aller demander les services pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on parle de point de vue gouvernemental, le manque de communication? Qu'est-ce qui s'est produit avec les feux d'artifice? Bon, ça a explosé et ça a été éteint, mais l'information a été centralisée. Le gouvernement va dire, OK, oui, une information qui va et vient. Non, l'idée est cela doit aller sur le modèle plus à droite. Donc, et cela rejoint les gens qui ont accès à certains types d'informations à travers différents canaux. Donc, les professionnels, est-ce que les gens peuvent leur parler? Les radios communautaires, des petites communautés, le gouvernement, comment c'est distribué? De quelle façon le message est distribué? Donc, on doit avoir une exposition multiple, si vous le voulez. Donc,
à prendre action et aller de l'avant. Donc, de la perspective, lorsqu'on parle de la communication, des endroits, on peut décentraliser le message et la communication pour avoir donné accès à la population, à un plus grand nombre de personnes qui sont vulnérables. Comment on peut penser de la communication à donner accès? Et c'est très important parce que on doit cartographier, si vous le voulez, comment on peut établir un réseau et qui les gens vont être en communication avec ce réseau, comment ce réseau va agir. Voilà. C'est le groupe, puis si vous voulez, des communautés spécifiques auxquelles on s'adresse, c'est les enfants à l'école et peu importe. Vous voyez, on doit compter sur les organisations de ces communautés, mais est-ce qu'ils sont organisés? On sait que c'est quelque chose, malheureusement, qui va se produire de nouveau. Donc, c'est important qu'on peut organiser un réseau qui sait fonctionner et les organisateurs de cette communauté, deuxièmement, nous devons avoir un rôle bien clair, bien spécifique lorsqu'une tragédie se produit. Non, ça ne doit pas être la panique. Est-ce que les gens vont vers l'abri? Les professionnels ne savent pas quoi faire, les experts ne savent pas quoi faire. Et si vous voulez, ces lignes directrices doivent définir clairement ce que chaque personne doit faire. Est-ce que vous êtes un volontaire? Est-ce que vous allez faire ci? Et quelqu'un doit, si vous voulez, diriger le réseau et s'assurer qu'on ne fait pas face à de la désinformation, des fausses nouvelles. Et cela peut être, si vous voulez, très chaotique parce que là, tout cela est diffusé, ça devient problématique. Le gouvernement doit avoir un groupe qui fait face à cela et qui soit bien au fait que cela peut se produire et avoir des gens qui dirigent tout cela et pour mettre à jour, si vous le voulez, les informations soient le plus précises. Lorsqu'on parle de un plan de contingence, d'établir un plan de contingence, en premier, avoir des contacts chez les leaders des communautés parce que ça va être les points de départ, si vous voulez, de tout le relais d'information. Et donc, lorsqu'on parle d'Afrique, les centres d'affaires ne peuvent pas être mobilisés, si vous le voulez. C'est important que nous avons des messages, si vous le voulez, standardisés pour que ce soit le plus simple possible, des bénévoles, des travailleurs du réseau de la santé. Ce processus de communication doit être frère aux endroits où les gens sont vulnérables et donc où il n'y a pas eu de communication efficace auparavant. Lorsque des crises, des états de post-crise, lorsque quelqu'un perd un être cher ou on perd sa maison, euh, lorsqu'on parle d'une pandémie, la santé mentale, ils doivent, si vous le voulez, donner l'appui émotionnel à la population affligée par ces crises. Et on doit améliorer le protocole et que ce soit fait de façon confidentielle. Donc, le gouvernement doit démontrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il soutient la population et les communautés affligées. La perspective, regardons cela avec des yeux, ces yeux ici. J'ai travaillé pour longtemps. Euh, Comment on peut reprendre si vous voulez, une espèce de vie normale, donc parce qu'il y a tellement de microbes qui affligent, si vous le voulez, cette population. Donc, l'organisation du réseau de la santé, le plan de contingence, et tout va être pour le mieux dans cette communauté, mais des facteurs externes bien démanteler tout cela. Le troisième point serait de promouvoir un code de responsabilité qui va impliquer les bénévoles 2,5 mètres ou 3 mètres de niveau de hauteur de l'eau. Bon, on doit avoir un protocole parce que les gens n'ont pas la perception du risque, ne sont pas conscients pleinement du risque auquel ils font face. Comment tout ça doit être traité? Quels sont le calendrier de vaccination pour la population? Vous voyez donc tous ces différents éléments, la communication après la crise, et on doit soumettre tout cela pour amélioration, les groupes auxquels on parle, qui va les utiliser, les informations. Est-ce qu'on peut donner différentes tâches, différentes responsabilités à des gens? On doit avoir une communication centralisée, mais peut-être oui, à travers les médias sociaux
mais ça ne va pas rejoindre tout le monde. Donc, la population la plus vulnérable, encore une fois. Donc, on doit renforcer cette façon de faire. Et en conclusion, je ne veux pas que ce soit redondant parce que mes collègues en ont parlé, mais lorsqu'on parle du langage, un langage simple, clair, donc on doit s'adresser à tout le monde et être sûr que tout le monde nous comprend. Par exemple, de lui faites bouillir l'eau durant 5 minutes avant de la boire. Lorsque ces choses se produisent, les gens deviennent, si vous voulez, un peu entêtés. Nous devons besoin d'un messager qui est fiable et des leaders des communautés qui vont porter des messages fiables, qui sont bien établis à l'intérieur des communautés, des normes sociales et des preuves également tangibles, parce que les gens, on l'a vu, imitent le comportement de la majorité des gens, parce que si 90% des gens vont être immunisés ou ont été évacués, cela, si vous le voulez, donne l'impression que les gens font la bonne chose. Donc, on a une espèce d'effet boule de neige ici. Avec cette approche, lorsque nous perdons, au lieu de dire non, faites bouillir de l'eau, va, si vous voulez, éliminer les bactéries, mais vous pourriez dire, bon, si vous ne faites pas bouillir l'eau, ça va causer des diarrhées sévères chez les enfants. Donc, vous voyez, d'un aspect négatif, au lieu de simplement dire cela va éviter et prévenir des maladies ou des bactéries, nous devons soutenir. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui se passait parce que je pensais que non, j'ai pas besoin d'évacuer parce que je peux rester pour plus long. Mais lorsqu'une alerte est arrivée, le maire a dit non, 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 vous ne pouvez pas attendre 2 heures, partez, quittez, faites-le maintenant. Parce que les gens n'ont pas la perception du niveau important de risque. Le temps est très important parce que si vous demeurez là pour 2 heures encore, ça va. Si vous voulez être en contact avec de l'eau contaminée trop longtemps, ça va être dangereux pour votre santé. Donc, en terminant, si la planète change, ce sont des défis. Oui, la communication est un outil où nous pouvons travailler ensemble. Donc, cela doit faire partie du plan de contingence et le gouvernement doit inclure tout cela. Merci beaucoup, Jacqueline, et merci aux autres présentatrices. Nous avons eu une séance extraordinaire aujourd'hui. Nous sommes légèrement en retard. Cependant, nous avons reçu beaucoup de questions. Je vais lire quelques questions ici. N'hésitez pas à choisir les questions que vous préférez répondre. Pour Teresa, est-ce que vous recommandez le développement d'une stratégie de communication indépendante pour les urgences et les effets climatiques de la santé? J'ai une question de stratégie pour atténuer les effets de la désinformation au sujet des changements climatiques et de la santé. Jacqueline a mentionné les médias sociaux et ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet et au téléphone cellulaire. En plus de ça, certaines personnes vont recevoir des informations qui les intéressent et ne vont peut-être pas être connectés aux bons canaux qui peuvent alimenter la bonne information dans un contexte où la population haïtienne a perdu la confiance dans les autorités, les institutions et même les organisations humanitaires. Quels canaux de communication peuvent permettre de mobiliser, convaincre les collectivités haïtiennes pour adopter des comportements favorables à la lutte au changement climatique? En tant que professionnel de la santé au Chili, il était très difficile de convaincre les collègues quant à la perspective des genres. Quel mécanisme recommandez-vous pour faire de la sensibilisation? Ce message pourrait être aussi pour Anna Rosa. Comment peut-on convaincre les différents acteurs qui peuvent travailler auprès des pollueurs, des pollueurs? Comment
faire la promotion du facteur de connaissance pour les professionnels de la santé. Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir accès à l'information dans un langage commun. Est-ce qu'il est possible d'ajouter les questions dans le clavardage pour que ce soit possible de les voir? Anna Rosa, est-ce qu'il est important de véhiculer des messages en cas d'urgence et de catastrophe, compte tenu du fait qu'il y aura presque pas de temps pour le faire? Donc, comment agir en cas d'urgence? Que recommandez-vous pour transmettre l'information aux décideurs? L'un des défis principaux des changements climatiques, c'est d'adresser les besoins des travailleurs à l'extérieur. Les vendeurs de rue, les travailleurs de la construction, entre autres, qui manquent de lieux d'hydratation et de protection. Quels sont les moyens de communication pour ces travailleurs et tous les autres travailleurs touchés? Pour la question concernant les personnes travaillant à l'extérieur, il peut y avoir des gens qui vendent des biens sur la rue. Il peut s'agir de personnes qui travaillent dans les champs ou d'autres travailleurs extérieurs. Je vais lire une question pour Jacqueline avec un rapport pour les autorités politiques. Comment ces approches de communication sont reflétées dans les politiques des différents États? Quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être répétées ailleurs? Je crois que c'est une stratégie efficace qui réunit euh, les universitaires, les chercheurs et les décideurs. Mais pourquoi le secteur privé n'est pas impliqué? Car ce sont les plus grands pollueurs. Sans l'engagement de ces acteurs, nous nous adaptons, mais nous n'avons pas d'effet sur les facteurs. Comment réunir les efforts publics et privés pour systématiser le travail, qu'il n'y ait pas de recoupement et comment on peut aider à atténuer les effets des changements climatiques? Comment peut-on intervenir sur la surveillance épidémiologique? Comment peut-on permettre la participation des secteurs publics et privés, puisque la situation actuelle rend difficile de différencier les efforts. Enfin, comment les communautés autochtones peuvent avoir plus d'influence sur les bailleurs de fonds alors que les approches traditionnelles de gestion d'urgence ne correspondent pas aux structures coloniales. Et lorsque les pratiques autochtones ne sont pas partagées, reconnues ou soulignées par les acteurs allochtones. Voilà une façon de résumer quelques-unes des questions. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur les présentations des autres et n'hésitez pas à discuter entre vous. Ça fait beaucoup de questions. Je ferai de mon mieux pour répondre brièvement. Tout d'abord, j'ai bien aimé vos présentations. Je suis d'accord quant à l'importance des perceptions. Anna Rosa, vous avez aussi parlé d'humilité. Il faut surtout penser au fait que les choses que nous croyons être efficaces ne sont pas perçues comme efficaces ailleurs. Pour Jacqueline, l'infrastructure de communication est très importante. Donc, il faut répondre à la question si ces communications doivent être indépendantes ou intégrées dans une structure élargie. Tout dépend. Il n'y a pas une seule réponse. Il faut peut-être utiliser cette structure pour pouvoir avoir des bons réseaux de communication. Mais ça peut être très complexe dans certains cas et dans ces cas-là, il faut avoir une stratégie de communication unique. La question sur la désinformation, je vais partager un lien vers un webinaire dans le clavardage. Ça vient d'un collègue du consortium et je n'ai pas le temps de passer tous les détails. Je peux aussi parler de la question concernant les communautés haïtiennes. C'est un contexte complexe où il y a une perte de confiance pour des raisons justifiées, cette perte de confiance envers les institutions.
Il faut commencer à plus petite échelle et ensuite passer à plus grande échelle. Il faut voir où il y a une bonne association, un bon partenariat et de voir comment on peut bien travailler dans un endroit et de se servir de ça comme une base et de commencer à gérer ailleurs. C'est ma réponse à brûle pour point. Merci pour tous les efforts que vous menez. Oui, si vous me le permettez. Selon l'expérience que j'ai du Panama, où j'ai travaillé dans certaines villes et certaines régions entourant ces milieux urbains, c'était très important de parler aux, euh, aux propriétaires terriens où il y avait des différentes cultures. Il y avait des travailleurs qui travaillaient pendant plusieurs heures à l'extérieur. Et ces travailleurs avaient des problèmes rénaux à un très jeune âge. Ils n'avaient pas d'heure de repos. Nous avons donc parlé aux personnes qui étaient responsables des soins de santé dans ces régions afin de parler aux propriétaires terriens, aux hommes, pour qu'ils créent des zones de repos pour offrir du repos à toutes les heures ou toutes les 2 heures pour se reposer à l'ombre. Car avec les heures d'ensoleillement, il y a beaucoup de sudation. On recommandait aussi aux travailleurs de porter des chapeaux pour éviter des insolations et de ne pas subir les effets du soleil directement. On disait aussi aux travailleurs de se reposer dans les endroits ombragés. Il fallait avoir accès à de l'eau potable, notamment avec des bouteilles d'eau. Et aussitôt que les bouteilles d'eau étaient vides, il était possible d'aller se reposer à l'ombre pendant une demi-heure. C'était difficile car ces mesures présentaient des dépenses, mais nous avons formé les soignants de santé pour faire en sorte que ces mesures sanitaires soient obligatoires. C'est très important car beaucoup de régions en Amérique latine posent ce type de risque pour des personnes vulnérables qui en souffrent. Le micro de Jacqueline est éteint. Merci du rappel. Parlons de notre travail dans des situations de crise humanitaire. Notre gouvernement avait un point de vue plus général et des protocoles de communication. Notre communauté est relativement petite. Les personnes qui ont vécu les situations révisent les protocoles. Nous parlons des municipalités qui ont vécu le cauchemar avec des citoyens qui perdaient leur logis et leurs emplois. Donc, ce sont des endroits qui avaient l'impression que ces catastrophes étaient distantes. J'ai l'impression qu'on vient de voir un changement dans les attitudes quant au protocole de communication et les mentalités après avoir vécu des catastrophes. Maintenant, il est possible de se réunir autour de la table pour réfléchir sur les leçons apprises. Nous avions eu des inondations précédentes. Certaines villes ont connu le cauchemar, mais nous n'avions pas de protocole à grande échelle. Ces événements à grande échelle ont servi de moment de réveil. Ce sont des leçons durement apprises. Nos forums et nos congrès essaient de réaliser la gravité de la situation actuelle. Mais si des réponses, nous sommes légèrement en retard. J'aimerais remercier l'ensemble des participants. J'aimerais remercier les 3 présentatrices. J'aimerais aussi remercier l'invitation au ministère de la Santé du Brésil. Nous avons eu le plaisir de participer à cette discussion pour renforcer des mesures d'adaptation sanitaire pour surmonter le défi climatique
Je crois que Teresa a mentionné dans sa présentation comment l'atténuation est fondamentale. Il faut sensibiliser les gens sur la réduction des émissions et l'utilisation des énergies fossiles. Merci beaucoup pour votre participation. Jusqu'à notre prochaine session. Nous nous reverrons jeudi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.